Il y a plus de 3000 ans, le monde était déjà globalisé. Des routes commerciales reliant la Grèce à l'Égypte, la Syrie à l'Anatolie, des empires puissants qui échangeaient des métaux, des épices, des idées. Un système complexe, interconnecté, qui semblait indestructible. Et puis, en l'espace d'un demi-siècle à peine, tout s'est effondré. Pas un royaume, pas deux, tous, en même temps. Comment est-ce possible? Qui ou quoi a pu renverser simultanément les civilisations les plus puissantes de l'époque? Et pourquoi l'histoire a-t-elle presque oublié ce moment? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre ce qui existait. Parce que l'effondrement de l'âge du bronze, ce n'est pas la chute d'un empire isolé, c'est la destruction de tout un ordre mondial. Aux alentours de 1300 avant notre ère, la Méditerranée orientale abrite plusieurs grandes puissances qui se connaissent, se respectent, commercent ensemble et parfois se font la guerre. Les Hittites règnent sur l'Anatolie, l'actuelle Turquie, avec leur capitale Hattusa, une ville fortifiée au cœur des hauts plateaux. Les Mycéniens dominent la Grèce continentale, avec leurs palais, leur écriture, leur marine marchande. L'Égypte, au sommet de sa gloire sous Ramsès II, contrôle le Levant méridional et impose sa présence jusqu'en Syrie. Et au carrefour de tout cela, des cités, États comme Ougarit, sur la côte syrienne, jouent le rôle de plaque tournante du commerce international. Ce monde-là, c'est ce que certains historiens appellent le premier système mondial de l'histoire. Des convois de navires traversent régulièrement la Méditerranée orientale chargés de cuivre venus de Chypre, d'états importés d'aussi loin que l'Afghanistan, d'ivoire d'Afrique, de verre et de céramique. Le bronze, l'alliage qui donne son nom à cette époque, nécessite à lui seul une chaîne d'approvisionnement internationale. Sans le cuivre de Chypre, sans l'étain des routes lointaines, pas de bronze, pas d'outils, pas d'armes, pas de commerce. L'ensemble du système repose sur cette interdépendance. Les rois s'écrivent des lettres, on en a retrouvé des centaines, gravées sur des tablettes d'argile. Ils se nomment les uns les autres « mon frère », négocient des alliances matrimoniales, envoient des cadeaux diplomatiques. C'est un monde raffiné, hiérarchisé, qui a mis des siècles à se construire. Et vers 1200 avant notre ère, il disparaît. Les historiens débattent encore de la date exacte, mais le consensus situe l'effondrement entre 1200 et 1150 avant notre ère. En 50 ans à peine, presque toutes les grandes villes situées entre Troie au nord et Gaza au sud sont détruites. Certaines ne seront jamais reconstruites. Hattusa, la capitale des Hittites, est incendiée et abandonnée. Elle ne sera plus jamais habitée. Mycène, le cœur de la civilisation grecque de l'âge du bronze, tombe. Les palais mycéniens, avec leurs archives, leurs administrations, leur écriture, disparaissent. Et avec eux, l'écriture elle-même. La Grèce entre dans plusieurs siècles d'analphabétisme, ce que les historiens appellent les âges sombres grecs. Ougarit, la grande ville marchande de Syrie, est rasée par un incendie. La dernière lettre retrouvée dans ses archives est une supplique adressée au roi de Chypre. Le roi d'Ougarit, un certain Hammurabi, écrit que ses troupes sont absentes, appelées sur d'autres fronts, que ses navires sont loin et que 7 navires ennemis ont surgi devant ses côtes. Il demande de l'aide. La réponse n'est jamais arrivée. Ou si elle est arrivée, c'était trop tard. La ville a brûlé. La tablette a été retrouvée dans le four où elle était encore en train de cuire au moment de l'attaque. Les principaux sites côtiers de Canaan, Gaza, Ashkelon, Ashdod sont rasés les uns après les autres. Les routes commerciales qui avaient tissé ce réseau d'interdépendance pendant des siècles sont coupées. L'alphabétisation régresse. Les populations diminuent. Un âge sombre descend sur toute la région. Alors, qui est responsable? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Les peuples de la mer, c'est dans les inscriptions égyptiennes qu'on les retrouve pour la première fois nommés ainsi, notamment dans les textes du règne de Ramsès III, gravés sur les murs du temple de Médine-Abou, en Égypte. Ces inscriptions décrivent une vaste coalition d'envahisseurs venus de la mer, composée de groupes aux noms étranges. Les Pélessés, les Tchékers, les Shekelèches, les Chardanais, les Weshèches, des peuples dont on ne sait toujours pas exactement d'où ils venaient. Les bas-reliefs de Médine-Abou sont saisissants. On y voit une masse de combattants, mais aussi des femmes, des enfants, des chars chargés de bagages. Ce ne sont pas seulement des guerriers en campagne. Ce sont des peuples entiers en mouvement cherchant de nouvelles terres, ce qui suggère qu'ils fuyaient eux-mêmes quelque chose. Ramsès III les repousse. Sa victoire navale dans le delta du Nil est l'une des premières batailles navales documentées de l'histoire. Il mobilise une partie considérable de la population masculine de l'Égypte pour y parvenir. Et même après sa victoire, l'Égypte ne sera plus jamais la même. Elle perd le contrôle du Levant. Son déclin est amorcé, mais voilà ce que les historiens ont compris progressivement. Les peuples de la mer ne peuvent pas être
l'unique cause de l'effondrement. Ils en sont peu, être un facteur, peu, être même un symptôme. Mais l'ampleur de la destruction, sa simultanéité sur des milliers de kilomètres, dépasse ce qu'une seule vague d'envahisseurs aurait pu accomplir, même une très puissante. Alors les chercheurs ont commencé à chercher d'autres causes. Et ce qu'ils ont trouvé est bien plus complexe et bien plus inquiétant. La première piste est climatique. Des analyses de carottage effectuées dans la mer de Galilée ont démontré que la période comprise entre 1250 et 1100 avant notre ère est la plus sèche jamais enregistrée pour l'âge du bronze dans cette région. Une méga sécheresse qui s'installe progressivement et qui touche l'ensemble de la Méditerranée orientale. Des tablettes retrouvées à Toussa en Turquie, à Ugarit en Syrie, à Émar en Mésopotamie témoignent toutes de la même chose. Des récoltes insuffisantes, des famines, des demandes urgentes d'envoi de grains. Le roi hittite lui-même écrit à l'Égypte pour réclamer des livraisons de nourriture en urgence. C'est une image saisissante. La puissance qui dominait l'Anatolie depuis des siècles, réduite à mendier du grain. La deuxième piste est économique. Ce système d'échanges internationaux qui faisait la prospérité de la région était aussi sa principale vulnérabilité. Une chaîne d'approvisionnement aussi longue et complexe, c'est une chaîne qui peut se briser à n'importe quel maillon. Si les routes de l'étain sont coupées, il n'y a plus de bronze. Si les navires ne circulent plus, les villes côtières s'appauvrissent. Si un empire s'effondre, les routes commerciales qu'il contrôlait deviennent dangereuses. Et ces effets se cascadent les uns sur les autres. L'historien Eric Klein, dans son ouvrage de référence sur le sujet, parle d'un effondrement systémique, un peu comme une crise financière mondiale où la faillite d'un acteur majeur entraîne celle de tous les autres. La troisième piste est sociale. Dans les textes retrouvés à Ugarit et à Tel Amarna, on retrouve des mentions répétées de populations incontrôlables, d'hommes ayant fui leurs dettes, de migrations internes dues à la pauvreté. Une partie de la population, appauvrie par les famines et les exigences fiscales des palais, finit par se retourner contre un système qui ne lui offre plus rien. Les révoltes internes, on peut être fragilisé les royaumes de l'intérieur avant même que des envahisseurs n'arrivent de l'extérieur. Ce qui se dessine alors, c'est non pas une seule cause, mais une convergence de crises. Une sécheresse qui réduit les récoltes et provoque des famines. Des famines qui déstabilisent les économies et génèrent des migrations massives, des migrations qui créent des tensions, des pillages, des guerres qui coupent les routes commerciales, des routes coupées qui appauvrissent encore davantage les villes, et quelque part dans ce chaos, les peuples de la mer eux-mêmes peuvent être des réfugiés climatiques déplacés par les mêmes crises, qui déferlent sur des royaumes déjà chancelants et achèvent ce que le reste avait commencé. Un enchaînement catastrophique, une défaillance totale du système. Ce qui rend cet effondrement particulièrement frappant, c'est ce qu'il emporte avec lui. On imagine souvent qu'un empire qui s'effondre laisse derrière lui une population qui survit, s'adapte, reconstruit. Et c'est parfois vrai. Mais l'effondrement de l'âge du bronze est d'une violence particulière, parce qu'il efface des savoirs. L'écriture mycénienne, le linéaire B, disparaît avec les palais qui l'utilisaient. Pendant plusieurs siècles, il n'existe plus d'écriture en Grèce. Quand les Grecs recommenceront à écrire au 8e siècle avant notre ère, ce sera avec un alphabet entièrement différent, emprunté aux Phéniciens. Homère, qui raconte la guerre de Troie et les exploits des héros mycéniens, le fait des siècles après les événements, à partir de traditions orales transmises pendant les âges sombres. Ce qu'il décrit, ce monde de palais et de rois guerriers, c'est la mémoire d'un monde englouti. La population de certaines régions diminue de façon spectaculaire. Des villes importantes restent abandonnées pendant des décennies. Certaines, comme Athusa, ne seront plus jamais réoccupées. Ce n'est pas seulement la chute de quelques royaumes, c'est une rupture de civilisation. Et pourtant, de ces cendres, quelque chose de nouveau émerge. Les Phéniciens, établis sur les côtes de l'actuel Liban, vont profiter du vide laissé par les grands empires pour étendre leurs réseaux commerciaux sur toute la Méditerranée. Ils inventeront ou perfectionneront l'alphabet qui donnera naissance à presque tous les alphabets modernes, dont le nôtre. Les Grecs, après leurs siècles obscurs, entameront la construction d'une civilisation qui fondera une grande partie de la pensée occidentale. Les Araméens s'imposeront au Proche-Orient et leur langue, l'araméen, deviendra la lingua franca de toute la région pour des siècles. Les Philistins, probablement issus des peuples de la mer, s'installeront sur les côtes de Canaan. Leur nom donnera, des siècles plus tard, le mot Palestine. L'effondrement de l'âge du bronze ne marque pas la fin de l'histoire humaine. Il marque la fin d'un monde et le début d'un autre. Ce qui fascine les historiens dans cet épisode, au-delà de son ampleur, c'est sa résonance avec notre époque. Un monde globalisé, dont les différentes parties sont profondément interdépendantes. Des chaînes d'approvisionnement internationales qui semblent robustes,
mais repose sur des équilibres fragiles. Un changement climatique qui fragilise des régions entières, des migrations de masse déclenchées par des crises que les populations concernées n'ont pas choisies. Et partout, la question de savoir si les systèmes que nous avons construits sont capables d'absorber plusieurs chocs simultanés, ou si, comme en 1200 avant notre ère, ils peuvent s'effondrer tous ensemble. L'histoire ne se répète pas à l'identique, mais elle offre parfois des miroirs troublants. Il y a plus de 3000 ans, des scribes gravaient des lettres de détresse sur des tablettes d'argile. Des rois demandaient du grain à leurs voisins, des familles fuyaient des villes en feu. Des navires inconnus apparaissaient à l'horizon. Et dans un four d'Ougarit, une tablette attendait une réponse qui n'est jamais venue. Ce monde-là a disparu, mais ses ruines sont encore là, enfouies sous la terre de Syrie, de Turquie, de Grèce, et les questions qu'il nous pose, elles, ne sont jamais vraiment disparues.